Nous allons pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par une petite présentation de mon confrère et de moi-même. Je suis Marie-Laure Maxence, ergonome et psychologue du travail pour la société TEVA. Et pour ma part, Mathieu Lemar, ergonome ingénieur au sein de la société TEVA. Donc, en termes d'organisation par rapport à ce webinaire, celui-ci va être divisé en deux parties. Donc, on va avoir 30 minutes de présentation et 30 minutes allouées aux questions-réponses, aux échanges. Donc, vous avez peut-être pu remarquer que vous avez une flèche orange tout en haut à droite de votre écran qui vous permet en fait d'activer le panneau de configuration et de pouvoir poser toutes vos questions auxquelles on va pouvoir répondre à la fin de cette présentation. On vous mettra également un accès au replay de la présentation. On vous la mettra à disposition à la fin de celui-ci. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui vraiment pour échanger ensemble autour de deux grandes thématiques, donc l'ergonomie et les nouvelles technologies. Finalement, en quoi ces technologies sont-elles compatibles, complémentaires par rapport justement à notre démarche d'amélioration des conditions de travail, de prévention des risques, et notamment autour des développements des troubles musculo-squelettiques. Donc, nous allons tenter d'apporter des réponses tout au long de ce webinaire. L'objectif, finalement, la finalité est vraiment d'échanger avec vous, de partager notre expérience, notre expertise, et notamment en vous présentant un cas pratique, donc un étude de cas auquel on a été confronté, pour justement vous montrer la démarche que nous avons adaptée, qui est une démarche complémentaire, à la fois subjective par les entretiens, l'utilisation de la norme IS 3509 pour tout ce qui est manutention et port de charge, et puis tout ce qui est également en termes d'objectivation avec la mesure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous présenter le contexte général, le contexte réel dans lequel on a justement fait l'intervention. Donc, on a mené l'intervention dans un secteur de la grande distribution, où les salariés, justement, évoluent dans un environnement qui est catégorisé comme complexe. Qu'est-ce qu'on entend par un environnement complexe? C'est le fait qu'on ait justement de nombreuses manipulations de port de charge. On a un environnement plus ou moins exigu en fonction de l'espace entre les rayons, la mise en rayon des différents types de produits, et puis aussi on a le contact avec le public. Donc tout ça fait que le salarié évolue dans un environnement qui est plus ou moins complexe et qui peuvent aussi être facteurs de développement et d'apparition des troubles musculo-squelettiques. Par rapport à nos investigations, par rapport justement à cette demande, donc on a remonté plusieurs plaintes de doléances du salarié, on a justement recueilli des augmentations des accidents de travail, beaucoup d'absentéisme, un turnover assez conséquent, et puis aussi une image négative finalement de ce secteur d'activité qui vient jouer en termes d'attractivité et justement en termes de recrutement et de maintien justement de ces salariés dans différents types de métiers que la grande distribution emploie. Pour compléter ce que vient de dire Marie-Laure, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'activité en vous présentant les trois sous-activités qu'on a pu observer lors de cette étude. Donc, on va retrouver la mise en rayon, la manutention du transpalette et l'emballage palette. Donc, chacune d'entre elles va être illustrée par une petite vidéo. Donc, la mise en rayon, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, on peut diviser cette sous-activité en 4 tâches. On peut voir l'opérateur tirer le colis pour l'amener vers lui, ensuite le soulever, le porter, et enfin la dernière tâche serait de le pousser dans la mise en rayon. Donc chacune de ces tâches a des contraintes différentes. Par exemple, le fait de prendre sur la palette, là actuellement c'est à hauteur, donc c'est dans une zone de confort, mais dès lors qu'il aura terminé, il passera au rang inférieur, donc là il y aura plus de torsion au niveau du tronc, et on le verra d'ailleurs tout au long de cette étude. Et pour la mise en rayon, dans le rack de stockage, les sollicitations se situent plus au niveau des épaules. Au niveau de la deuxième activité, qui est la manutention du transpalette, on peut voir aussi que ça peut être divisé en sous-tâches, le fait de transporter le transpalette à vide, le monter pour décoller la palette du sol, ensuite de pousser le transpalette, et enfin le retirer pour revenir le ranger dans son emplacement initial. Et enfin, la dernière activité qui est l'emballage de la palette, qui va permettre de filmer la palette pour la restocker plus loin. Avant de poursuivre, on va vous proposer un sondage
auxquelles vous pourrez vous répondre, à savoir, vous, est-ce que dans vos missions quotidiennes en tant qu'ergonome, vous avez déjà intégré des nouvelles technologies? On va vous laisser quelques instants pour y répondre. Donc, merci à tous pour votre participation. Au vu des résultats, on voit que c'est mitigé. Donc, on va dire à peu près 50-50 d'entre vous, oui, d'autres non. Donc, c'est un bon sujet pour lancer la partie suivante. Donc, je vais redonner la parole à Marie-Laure. Merci pour votre participation. Merci Mathieu. Donc, je vais vous présenter donc, la démarche qu'on a mis en place justement par rapport à ce cas d'étude. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont l'habitude d'employer cette démarche ergonomie, donc vous allez la reconnaître sûrement, c'est celle qui est déployée en ergonomie pour évaluer les situations de travail. Donc, c'est vraiment une démarche participative avec une approche en entonnoir. On part vraiment de quelque chose de très global pour arriver à un diagnostic, à une analyse assez fine. Donc, nous avons donc trois secteurs. Donc, on a la partie mobilisation par rapport aux acteurs. On vient investiguer par rapport à la situation de travail. Et ensuite, on vient essayer de maîtriser le risque, de le réduire pour justement rentrer dans tout ce qui est prévention des risques professionnels. Donc, une fois qu'on a justement rencontré les différents acteurs, qu'on a rencontré donc les salariés également, on a eu un maximum d'informations qui ont été obtenues. On a justement fait le choix avec mon confrère, puisque la situation s'y prêtait. On a pu justement intégrer donc les nouvelles technologies dans justement notre démarche, dans notre méthodologie en associant justement différents types de capteurs. Donc, à quelle étape justement cela s'y prête? Donc, on a deux étapes en tout cas où vous pouvez faire le choix en fonction des éléments que vous avez eus au préalable. Donc, on a la partie d'analyse de la situation de travail afin d'identifier les facteurs de risque. Donc, vous pouvez coupler votre démarche en tant qu'expertise, vos observations, en complément aussi de questionnaires ou d'entretiens faits aussi sur le terrain. Vous pouvez coupler ces données avec justement, par exemple, des capteurs de mouvement, des capteurs d'effort musculaire, de fréquence cardiaque, pour justement corréler toutes ces données et afin d'avoir une expertise qui soit la plus juste et pertinente et pouvoir justement mettre des solutions en place. Et autre étape à laquelle vous pouvez également avoir recours justement aux nouvelles technologies, c'est dans la partie maîtrise. Donc, une fois que justement vous avez mis en place les solutions, vous pouvez aussi réévaluer ces solutions en employant justement les mêmes types de capteurs pour pouvoir comparer la situation initiale et la nouvelle situation avec les solutions mises en place pour vérifier justement qu'il y a bien un bénéfice, qu'on a bien réussi à réduire le risque et s'orienter finalement vers une prévention qui soit durable. Donc, j'insiste bien sur l'aspect complémentaire de l'outil, c'est vraiment complémentaire à notre expertise. On ne vient pas se substituer justement de l'expert, de l'ergonome, du préventeur et vraiment de s'assurer de l'efficacité de la situation qui va être mise en place. Concrètement, comment va s'articuler donc cette étude de cas? Donc, on va rapidement vous présenter donc le contexte de l'étude, l'intervention et la méthodologie déployée en termes de prise de mesure. Différentes analyses vont donc être présentées, une proposition de solution de premier niveau et la conclusion par rapport justement à la compatibilité des nouvelles technologies et la démarche ergonomique. Donc, par rapport justement au contexte de l'étude, nous avons commencé tout d'abord à analyser la demande. Donc, on a été recueillir le besoin du client, en rencontrant les différents justement acteurs, en les mobilisant. On a observé l'activité pour mieux appréhender et comprendre justement l'activité, les sous-tâches du salarié, et aussi pour regarder en termes de fiches de poste et avoir le même langage pour essayer aussi de vulgariser les propos et qu'on ait tous le même langage en termes d'échange pour la suite en termes de restitution de résultats. Ensuite, ces éléments nous ont permis de définir notre méthodologie et de faire le choix, puisque la situation s'y prêtait, de pouvoir justement coupler nos observations, notre expertise avec des outils qui sont adaptés forcément à la problématique de l'étude. Et enfin, donc c'est ce que je vous présentais, en fonction de l'utilité de l'usage des nouvelles technologies, en fonction de justement des éléments recueillis, on va pouvoir identifier les problèmes à la source, donc les causes racines,
et identifier les impacts physiques et physiologiques des salariés, apporter des éléments qui soient factuels, visuels et avec une donnée de précision, un gain de temps pour nous et même en termes de, justement de résultats de présentation et une prise de conscience des salariés et justement de l'équipe encadrante par rapport justement à la situation de travail et les impacts et les facteurs qui sont remis en cause. Par rapport justement à l'objectif de cette campagne, donc pour rappel, le besoin, c'était vraiment d'évaluer de manière ergonomique le poste de logistique en grande distribution, dans le cadre justement d'un projet d'amélioration des conditions de travail. Et les deux objectifs, c'était d'une part d'identifier les atteintes au niveau biomécanique et physiologique sur le salarié et de pouvoir déterminer justement quelles sont les activités, les facteurs à risque qui sont responsables justement de cette problématique et des conséquences en termes de développement justement des troubles musculo-squelettiques. Merci Marie-Laure pour cette introduction. Donc, on va maintenant enchaîner sur la partie de l'intervention et de la prise de mesures et vous montrer la méthodologie qu'on a déployée pour cette étude. Donc, comme l'a dit ma collègue juste avant, on a utilisé des technologies que vous voyez à l'écran. Donc, on a utilisé des capteurs motion pour la mesure des gestes et postures. Donc, on a utilisé 15 capteurs motion pour la mesure du corps complet. C'était une demande aussi du client de pouvoir voir le jumeau numérique qu'on verra par la suite sur l'ensemble du corps, bien que à la vue des sollicitations sur les vidéos, c'est principalement le haut du corps qui est sollicité. Donc, dans les analyses qu'on vous présentera par la suite, c'est principalement des études sur les membres supérieurs. On a également vu dans les vidéos qu'il y avait du port de charge lors de l'activité de mise en rayon, ce qui nous a permis de déployer des capteurs EMG pour électromyographie pour mesurer les efforts musculaires. Donc, on s'est intéressé aux biceps droit et gauche. On a également mesuré l'activité cardiaque par un électrocardiogramme pour mesurer la pénibilité de la fréquence cardiaque. Le tout était associé à une caméra pour enregistrer l'activité, ce qui a permis de générer une chronique d'activité qu'on vous présentera par la suite, mais également de pouvoir synchroniser les prises de vue avec les mesures. Les données étaient collectées sur un enregistreur portatif qui permet un déplacement illimité de la personne. On peut très bien faire du poste mobile comme du poste fixe, là où certains systèmes de tracking par caméra sont un peu plus limitants, car dès que la personne va sortir du champ de la caméra, on n'aura plus de données, alors qu'avec notre système, la collecte est possible quel que soit l'endroit où est la personne. Et nous avons utilisé notre logiciel, donc Captive, qui permet de centraliser et de collecter l'ensemble de ces données dans un seul et même logiciel. Et donc, c'est notre solution d'analyse multifactorielle DTMS. Parallèlement à cette utilisation de nouvelles technologies, on a également complété cette analyse avec des outils un peu plus papier-crayon, on va dire, comme par exemple la norme X3509 pour l'analyse des manutentions manuelles. Ça, c'est vraiment en complémentarité des EMG pour voir la corrélation qu'on pourrait faire entre les deux. Cette norme-là permet de donner une indication sur la charge maximale admissible, d'étudier les différents ports de charge et de donner un niveau de risque vis-à-vis de la masse unitaire et du tonnage journalier effectué par les opérateurs. Et enfin, on a complété cela par des entretiens d'autoconfrontation qui permettent d'apporter des compléments d'informations sur les mesures et les observations grâce au visionnage des séquences vidéo. Ça permet également de mettre en avant les stratégies élaborées par les salariés qui peuvent être ensuite partagées lors des phases de restitution. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les analyses, on va vous présenter l'ensemble des données qu'on va vous présenter. Donc, en premier lieu, la chronique d'activité, donc l'analyse de ce qu'on a vu sur les vidéos, l'analyse des gestes et postures, l'analyse des manutentions manuelles corrélée ensuite avec les efforts musculaires, et pour terminer, sur l'astreinte et la pénibilité cardiaque du poste. Au niveau de l'analyse de la chronique d'activité, donc elle va se diviser en deux parties. On va d'abord voir les résultats individuellement pour chacune des sous-activités, donc la mise en rayon, la manipulation du transpalette et la phase d'emballage. Et ensuite, on verra le regroupement de l'ensemble de ces activités. Donc, grâce à la technologie et à notre logiciel, ça nous permet de réaliser des chroniques d'activité, donc comme vous le voyez à l'écran, de faire des répartitions d'activités pour identifier quelles sont les tâches les plus prédominantes sur telle ou telle tâche. On a de la même manière la même répartition pour la mise en rayon. Et ici, par exemple, on peut voir qu'il y a une activité qui est prédominante, qui est le fait de pousser le colis dans le rayon.
et au niveau de l'activité d'emballage des palettes, on peut voir que c'est à peu près 50-50 entre la phase de préparation du filmage et le filmage en lui-même. Donc là, on a regardé individuellement chacune des sous-activités, mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la globalité du poste et l'ensemble des activités et des tâches qui sont faites au sein de celle-ci. Donc ça nous donne ce type de graphique, et là qui permet de vraiment avoir une vue d'ensemble sur toutes les activités qui sont faites. Et là, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a une activité qui est prédominante parmi les trois, c'est la phase de mise en rayon qui prend quasiment 50% du temps d'activité. Et ensuite, on a l'emballage palette à 35% et un peu moins important, la manipulation du transpalette. Merci Mathieu. Pour poursuivre, je vais vous présenter l'analyse en termes de gestuelle et de posture. Donc de la même manière, je vais vous présenter une démarche en entonnoir, donc les résultats pour le poste global, donc une cartographie globale, puis j'irai plus finement dans le détail par activité et dans les sous-tâches, pour justement identifier les facteurs de risque. Justement, par rapport donc à cette démarche en entonnoir, voici un premier niveau d'analyse, donc une cartographie globale qui représente justement à votre gauche les différentes articulations qui sont les plus impactées pendant justement l'activité de travail qui a été observée. Donc, on peut voir qu'au niveau de l'épaule gauche, les deux poignets et au niveau lombaire, c'est ce qui a été le plus impacté et qui présente en plus de contraintes aujourd'hui sur cette activité-là. En complément du coup de nos observations et de notre expertise, voilà ce que en tout cas la prise de mesure nous a permis d'avoir, c'est finalement de pouvoir objectiver le temps d'exposition du salarié en zone à risque par articulation qui a été équipée. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, on sort du seuillage, puisque si vous regardez le graphique qu'on vous présente à droite, le seuillage limite qui est représenté justement par la couleur rouge indique que justement on sort de la norme, du seuillage qui est recommandé par l'INRS, et justement ça nous montre que la situation est caractérisée comme une situation à risque et qu'il va falloir justement mettre en lumière donc les facteurs, les déterminants qui sont les causes racines dans le développement justement des troubles musculo-squelettiques pour pouvoir justement proposer des solutions qui soient adaptées. Donc ça, c'était une cartographie globale. Ensuite, on a cherché à comprendre d'où venaient justement ces problématiques, cette contrainte qui est ressentie par le salarié et identifier finalement les tâches responsables. Par rapport à l'activité d'emballage palette, on peut voir justement, donc on vous a mis quelques illustrations pour voilà, vous donner un ordre d'idée de l'activité. Et on peut voir que c'est vraiment au niveau lombaire, l'épaule et le poignet qui sont vraiment les plus impactés et qui représentent justement quasiment la globalité en termes de risque par rapport à cette activité d'emballage. Et donc, cette identification de facteurs de risque va nous permettre vraiment de mettre le point sur le facteur qui est en cause et de pouvoir justement chercher à le réduire, voire à l'éliminer en mettant une solution adaptée. Par rapport à l'activité de mise en rayon, donc on vous présente justement les différentes sous-tâches qui englobent cette activité. On a tiré le colis, soulevé le colis, le porter et le pousser. Et grâce justement au couplage de notre expertise, de nos observations et justement des nouvelles technologies, cela nous a permis justement de remettre en lumière que dans cette activité de mise en rayon, c'est la tâche de soulever le colis qui est le plus à risque, en tout cas pour le salarié, et que c'est là justement cette tâche-là qu'il va falloir traiter en priorité et d'y mettre justement des solutions qui sont des solutions adéquates à la fois pour le terrain, le besoin des salariés et en termes de performance pour l'entreprise. Et pour finir, en termes de manutention du transpalette, on a justement choisi d'utiliser les données recueillies par les capteurs et également avec le jumeau numérique qui justement reflète avec le code couleur justement quand on se trouve dans une zone qui est confortable, une zone à risque ou une zone non recommandée, comme outil pédagogique et de sensibilisation auprès des salariés, notamment aussi en termes pour les équipes encadrantes finalement, pour rendre compte finalement que justement la manière dont on va justement adapter sa posture, la manière dont je vais justement déployer telle ou telle gestuelle, ça va avoir forcément un impact au niveau de mon corps et quel est l'impact négatif et comment je peux y remédier. Et c'est finalement de les rendre acteurs de leur propre prévention et de pouvoir aussi avoir un œil expert en termes d'analyse de la situation de travail, de remonter les facteurs à risque. Donc, c'est un autre aspect aussi de l'outil qui nous permet vraiment de travailler sur l'aspect pédagogique et de sensibilisation au risque.
Et pour finir, vraiment, on a choisi de reprendre justement l'ensemble de l'activité par rapport à ce poste, donc le poste global, en reprenant la manutention du transpalette, la mise en rayon et l'emballage palette. Et on peut voir justement par ce graphique que c'est justement l'activité d'emballage qui est la plus à risque. Et rappelez-vous par rapport au premier graphique qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est ce qui était déjà le plus prépondérant, pardon, en étant déjà dans la zone justement à risque. Donc, pour conclure, c'est vraiment cette activité-là qui va être en tout cas placée en priorité pour pouvoir mettre en place des actions. Merci Marie-Laure pour cette étude sur les gestes et postures. Donc, on va maintenant enchaîner et poursuivre sur l'analyse des manutentions manuelles. Donc, via dans un premier temps la norme X3509 et ensuite on verra dans un second temps l'analyse avec les EMG. Ici, le but, c'est pas de rentrer trop dans le détail de cette norme-là. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre pendant la phase d'échange. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la norme propose une valeur seuil pour le port de charge qui est fixée à 25 kg dans des conditions parfaites, c'est-à-dire que la personne est debout, ne se déplace pas et porte la charge près du corps. Au niveau de la vidéo, on a vu que les poids des colis qui étaient manipulés étaient tous de 10 kg. Et ce que nous conseille et ce que impose plutôt la norme, c'est qu'il faut recalculer une valeur seuil en fonction des conditions de travail avec des coefficients correcteurs qui sont les suivants. Donc, ça va être influé en fonction de la hauteur de prise et de la hauteur de dépose des éléments, la distance de déplacement, les conditions d'exécution de la tâche. Donc, ce qu'on entend par là, c'est de savoir si les contenants ont des poignées ou pas, est-ce qu'il y a des postures contraignantes. Il y a les conditions d'environnement de la tâche qui vont concerner tout ce qui est propre au fait que l'environnement est encombré ou pas. Et s'il y a de l'utilisation d'outils roulants comme les transpalettes, savoir si les roues sont en bon état ou si le sol n'est pas forcément dégradé. Et les conditions d'organisation de la tâche qui sont relatives, elles, à tout ce qui vont concerner une pression, une temporalité avec de la productivité accrue. Au niveau des poids manipulés, comme je le disais, les colis faisaient tous 10 kg. Donc, sur la vidéo, on voit qu'ils manipulent une dizaine de contenants. Donc, s'ils font tous 10 kg, on a une centaine de kilos qui ont été manipulés au total. Et ensuite, au niveau des analyses, ce qu'on constate, c'est au niveau de la masse unitaire, il y a certaines conditions de travail qui sont plus impactantes que d'autres. Donc, on en a fait ressortir 3. Donc une au niveau de la manutention sur la palette, qui est la prise au sol des éléments. Forcément, il faut se baisser, donc il y a une torsion et une flexion assez importante au niveau lombaire. Et on retrouve les mêmes impacts au niveau de la mise en rayon pour ce qui va concerner la dépose en hauteur des colis. Forcément, on a l'épaule qui va venir dépasser la ligne du cœur, ce qui est impactant. Et la même chose, mais côté lombaire, pour la dépose au sol des colis. Et ensuite, au niveau du tonnage journalier, donc c'est un tonnage qui est effectué sur 5 heures de travail. Au cumulé, on sait que l'opérateur a manipulé 6 tonnes, alors que la norme conseille 1,5 tonne. Donc, on voit qu'on a un vrai décalage et qu'il est vraiment important de trouver des solutions pour réduire le risque lombaire sur ces activités-là. Donc, pour faire une corrélation avec cette étude un peu papier-crayon, on a utilisé nos EMG qui nous ont permis de mettre en avant, de corréler les résultats qu'on a précédemment montrés. Et donc, si on s'attarde un peu plus sur l'activité musculaire du biceps côté droit et côté gauche, on voit que c'est un effort qui est majoritairement statique dans le sens où l'opérateur déplace une charge. Donc, il a les membres supérieurs qui sont en contraction continue pour porter la charge, alors que les membres inférieurs, eux, sont plus dans un effort dynamique puisqu'ils se déplacent pour aller jusqu'au lieu de stockage. Et on voit qu'au niveau du biceps droit et du biceps gauche, on atteint 15% de temps d'exposition dans des zones non recommandées. Donc, il faut commencer à s'intéresser à cette sollicitation pour trouver des solutions afin de réduire l'impact au niveau musculaire. Donc, c'est complètement en adéquation et en corrélation avec les résultats qu'on vous a précédemment montrés. Donc, au final, pour conclure sur cette partie d'analyse musculaire, donc, la contrainte musculaire est présente. Cependant, aujourd'hui, elle n'est pas excessive pour l'ensemble des tâches, mais s'il y a un maintien de l'exposition dans le temps, ça pourrait devenir un peu plus critique pour le salarié. Merci Mathieu. Donc, en complément justement à ces analyses, je vais vous parler donc de l'astreinte cardiaque. Donc, par rapport aux résultats, donc, on a équipé un salarié. Donc, vraiment, ça, c'est le résultat propre d'une personne. Donc, on va en tirer une tendance et non pas une conclusion. Donc, on a équipé la personne justement d'un capteur donc de fréquence cardiaque. On a relevé la fréquence du repos, donc avant justement sa prise au poste,
qui était de 73 battements par minute. Et ensuite, on est venu justement comparer ce référentiel par rapport à la fréquence moyenne pendant l'activité et par rapport à deux indicateurs qui relèvent justement de la méthode du docteur Capitaniac. Donc, je ne rentrerai pas forcément dans le détail dans la présentation, mais si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre dans le temps imparti pour notre échange tout à l'heure. Donc, pourquoi l'indice finalement fréquence cardiaque? Parce que c'est un indice très intéressant au niveau de la charge de travail. Ça va venir refléter l'intensité d'un exercice, tout ce qui est dépense énergétique, et également l'augmentation proportionnelle de la fréquence cardiaque par rapport justement à une activité musculaire générale, comme l'a pu vous présenter justement Mathieu. Par rapport à ça, on va venir regarder deux indicateurs. Le coût cardiaque absolu, c'est qu'on va venir regarder la différence justement de la fréquence de repos de départ et la fréquence moyenne. Et plus la fréquence, on va dire la différence est grande, plus justement la charge est importante, plus il va y avoir une astreinte cardiaque, et donc ça va être très coûteux pour la personne. Et le coût cardiaque relatif, c'est une représentation forcée par rapport à l'âge de la personne, donc c'est le coût cardiaque maximum ralenti avec son âge, et le coût que ça va avoir pour pouvoir justement s'adapter au poste de travail dans lequel il évolue. Donc, vous avez tout en bas justement un ABAC qui reprend justement les normes par rapport au coût cardiaque absolu et au coût cardiaque relatif. Et donc, on peut voir par rapport aux résultats qu'on a obtenus que la personne qui a été équipée se trouve entre deux, entre l'acceptable et l'élevé en termes de coût cardiaque absolu et en termes de coût cardiaque relatif, également la même conclusion entre l'acceptable et l'élevé. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'astreinte cardiaque est entre les deux. On est entre l'acceptable et l'élevé. En revanche, ce qui va être justement l'indicateur en termes de contrainte, le basculement dans justement la contrainte, c'est en termes de temps. C'est si la personne maintient l'exposition de cette situation de travail, si elle y reste un temps suffisamment long, là, on va pouvoir basculer dans le risque pour la santé du salarié. Et donc, il va falloir justement mettre en place des solutions adéquates. Merci Marie-Laure. Une fois qu'on a posé notre diagnostic et qu'on a identifié les contraintes et les astreintes sur l'ensemble des gestes et postures, des fréquences cardiaques, des efforts musculaires, notre mission ne s'arrête pas là et on est aussi là pour proposer des solutions. Donc, dans la slide suivante, vous allez voir les solutions en premier niveau qu'on a proposées. Donc, on n'est pas là pour rentrer aujourd'hui dans le détail de l'ensemble de ces solutions. Si vous avez des questions, on pourra aussi y répondre pendant la phase d'échange. Mais voici les 5 axes d'amélioration qu'on a identifiés vis-à-vis de cette étude et de l'activité qu'on a observée. Donc, pour la partie de stockage et l'emballage, le fait de pouvoir toujours mettre la palette à hauteur pour effectuer ces opérations permettrait de réduire les flexions du tronc. Sur la partie emballage, qui était vraiment l'activité la plus pénalisante, l'idée de mettre une filmeuse soit automatique ou alors partiellement automatique permettrait une réduction des TMS, mais pas seulement, de pouvoir gagner du temps, faire de l'économie de matière, un gain de production et améliorer les conditions de travail. Donc, cette solution permettrait vraiment d'allier les 3 volets sur lesquels on essaie de jouer en ergonomie, donc à savoir allier la santé-sécurité, tout en ne négligeant pas la performance. Il y a aussi l'idée des exosquelettes pour la partie mise en rayon pour venir soulager les épaules et ou le dos, la réorganisation de l'espace de travail, et enfin le dernier volet qui est la partie formation pour l'acceptation et l'intégration de l'ensemble de ces outils auprès des opérateurs pour vraiment les rendre acteurs du changement au niveau des conditions de travail. Merci Mathieu. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Donc, en quoi justement les nouvelles technologies seraient compatibles, complémentaires par rapport à notre démarche en ergonomie? Et bien justement, ces nouvelles technologies permettent vraiment d'adapter notre discours en fonction de l'interlocuteur et justement de nous apporter des éléments factuels pour pouvoir en tout cas appuyer notre expertise et bien identifier les déterminants. D'une part, pour les salariés, donc il y a une grosse prise de conscience justement de l'impact que peut avoir telle ou telle posture ou telle gestuelle par rapport à mon corps. Il y a une bonne sensibilisation à la prévention des risques. Ils deviennent même acteurs de la prévention et c'est un outil pédagogique qu'on peut également vraiment déployer tout ce qui est gestes et postures, tout ce qui est vraiment voilà, partage des bonnes pratiques, notamment avec le jumeau numérique qui met bien en avant le code couleur entre la zone verte, la zone orange, la zone rouge, qui donne vraiment une bonne aperçu visuel. Nous avons également les méthodistes, les qualiticiens, les ingénieurs
puisque finalement, notre travail va pouvoir être complémentaire par rapport justement à leur recherche, justement de pouvoir identifier les causes racines qui impactent la production, non seulement en identifiant les facteurs de risque et en quantifiant ce risque, combien de temps la personne est exposée à cette situation à risque, pour pouvoir prioriser, capitaliser justement donc les problématiques et de pouvoir faire bon du premier coup et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour tout ce qui est ergonome, responsable d'hygiène, sécurité, environnement et préventeur, l'objectif est le même que pour ceux précédemment cités, ça va être d'identifier les causes racines et les déterminants, mais cette fois-ci plus sur l'aspect santé, sécurité et performance. L'outil est totalement, et les nouvelles technologies sont également totalement adaptées à tout ce qui est médecine du travail et infirmière, pour le volet plus précis sur des atteintes biomécaniques et physiologiques, notamment pour regarder les restrictions ou les inaptitudes pour pouvoir reclasser des gens sur des postes moins à risque que ceux qui auront été identifiés et mis en avant grâce à la nouvelle technologie. Et enfin, sur l'aspect direction et RH, le fait de pouvoir montrer des données chiffrées, des éléments factuels est vraiment précis, ça permet d'administrer la preuve et c'est vraiment un réel outil d'aide à la décision pour la mise en place de solutions. Ce qui est également rassurant, c'est que vis-à-vis de la démarche ergonomique classique qu'on connaît, l'apport des nouvelles technologies ne vient modifier en rien cette démarche ergonomique. Au contraire, c'est quelque chose qui vient en complément, qui vient s'interfacer avec les étapes d'investigation. Et donc aujourd'hui, ça permet de répondre aux besoins ergonomiques tout en alliant la santé, la sécurité et la performance. Et s'il y a vraiment un aspect important à retenir aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment complémentaire entre les deux, donc les nouvelles technologies et l'avis d'experts de l'ergonome pour sortir et analyser les résultats. Donc, notre webinaire est terminé. On vous remercie tous pour votre attention et on serait ravis d'échanger avec vous sur cette étude. Alors, pour commencer, donc on a une première question. Comment décidez-vous le ou les types de capteurs que vous allez utiliser lors de vos analyses? Alors, justement, en fonction des éléments qu'on aura recueillis pendant notre phase justement de pré-diagnostic, donc la phase d'investigation, on va pouvoir justement, en fonction des éléments, savoir si c'est plus de la manutention, du port de charge, des problématiques de posture, de mouvement, de répétition gestuelle. On va pouvoir justement décider à un moment donné si c'est opportun, est-ce que c'est judicieux, pertinent de pouvoir coupler notre analyse avec les capteurs. Et donc, c'est avec ces éléments-là qu'on a recueillis du terrain qu'on va pouvoir justement y associer les différents types de capteurs aujourd'hui qu'on a à notre disposition pour pouvoir recueillir les éléments qui sont pertinents pour notre analyse et qui vont nous aider justement à trouver la solution, à bien identifier le facteur de risque et y mettre une solution qui soit adéquate tant sur la partie santé pour les besoins des salariés et tant sur l'aspect performance de l'entreprise. On a une autre question qui est quelles autres données ou capteurs peut-on utiliser pour prendre en compte les facteurs multifactoriels? Donc, c'est une question très intéressante. Effectivement, dans cette étude-là, on vous a montré que 3 capteurs avec 3 données qu'on pouvait recueillir. Donc, pour rappel, c'était les capteurs motion, donc la motion capture pour collecter tout ce qui est gestes et postures, les EMG pour l'analyse des efforts musculaires et le CG pour l'analyse de la pénibilité cardiaque. Il y a d'autres capteurs aujourd'hui qui existent, qu'on peut proposer également. On a des capteurs de type FSR qui permettent tout ce qui est pression ou clipsage au niveau des doigts. On a également des jauges de force qui s'apparentent un peu à des dynamomètres qui nous permettent de collecter tout ce qui est effort de pousser ou tirer. On peut également compléter certains aspects par des eye tracking, par exemple, qui permettraient d'avoir le suivi oculaire, d'avoir des cartes de chaleur et qui permettrait de déterminer des stratégies opératoires au niveau des opérateurs. Merci Mathieu. Une autre question, est-ce contraignant d'équiper la personne? Alors jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun souci pour pouvoir équiper donc, les salariés. Ce qu'on fait au préalable, c'est qu'on sensibilise en fait l'équipe. Donc on vient avant l'intervention pour déjà d'une se présenter, présenter notre méthodologie, présenter les différents types de capteurs qu'on va déployer et instrumenter sur les personnes qui sont volontaires. Et une fois qu'on a présenté, sensibilisé, montré comment tout cela fonctionne et quel type de résultats finalement on va obtenir,
On s'assure que les personnes restent volontaires et généralement, il y a très peu de personnes qui soient réfractaires. Ils sont plutôt même très moteurs et généralement, toute l'équipe répond présent et souhaite participer à l'étude. Des fois, ce n'est pas toujours possible, mais voilà, il n'y a jamais eu de contraintes en termes d'équipement. Et ce qu'il faut savoir, notamment avec le contexte sanitaire, c'est que toutes nos sangles sont nettoyées au préalable, sont désinfectées et nos capteurs sont également désinfectés. Donc, on sensibilise aussi à ça pour aussi rassurer le salarié que tous nos équipements répondent bien aux normes sanitaires. Une autre question nous est posée vis-à-vis de l'analyse posturale et de la cartographie, et on nous demande quelle est la norme de l'INRS qu'on utilise. Donc, c'est au niveau des seuils articulaires pour l'analyse posturale. En fait, dans le logiciel, on peut configurer des seuils, par exemple sur la flexion du dos. On a 3 seuils de couleur, donc vert pour la zone de confort, orange pour la zone recommandée et rouge pour la zone à risque. Et en fonction des seuils qui sont définis, donc par exemple entre 0 et 30 degrés, on est dans une zone de confort, entre 30 et 45, on est dans la zone non recommandée, et dès qu'on dépasse une flexion supérieure à 45 degrés, on est dans la zone à risque à éviter. Ces seuils sont totalement paramétrables dans le logiciel, c'est-à-dire que si vous avez une grande entreprise et que vous avez des seuils internes qui vous sont propres, on peut paramétrer l'analyse pour que ça colle à ce que vous utilisez en interne. Merci Mathieu. Autre question, est-ce possible de réaliser une cartographie de différents postes en situation industrielle, notamment en usine? Donc effectivement, donc par exemple, si on prend un cas de figure, une entreprise qui souhaite cartographier l'ensemble de son usine, qui a par exemple une centaine de postes, il est possible de pouvoir faire une démarche très globale en équipant donc les salariés et de pouvoir prioriser, hiérarchiser l'ensemble des ateliers, des postes de travail et de pouvoir lui indiquer, de l'aider dans cette prise de décision, par où je commence, et justement de pouvoir ensuite investiguer davantage pour pouvoir identifier les causes et de mettre des solutions appropriées pour chaque justement problématique identifiée. Une autre question qui nous demande en quoi ces outils peuvent-ils aider à sensibiliser toute une équipe. Donc, comme on l'a dit au cours de la présentation, l'outil et le jumeau numérique ont vraiment un aspect pédagogique pour l'équipe, dans le sens où la personne qui va être équipée, bah, ça attire toujours un petit peu du monde autour de nous. Donc, on a souvent les collègues qui viennent voir ce qui passe, qui sont curieux, qui nous demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on mesure. Et ça leur permet de voir leurs collègues. Et donc, avec l'aide de la colorisation, bah, ça leur permet à toute l'équipe de voir, ah bah tiens, là, je me pense comme ça, c'est pas la meilleure des manières, je pourrais peut-être plutôt faire comme ça. Et en voyant en réel la modification, bah, ça apporte vraiment une sensibilisation et une prise de conscience à l'ensemble de l'équipe pour les gestes et postures. Merci Mathieu. Alors, j'ai une autre question. Pour vous, quels seraient les inconvénients de ces outils à l'heure actuelle? Très très bonne question. Alors justement, le fait de pouvoir sensibiliser donc, les personnes et le fait qu'on s'assure aussi justement de l'usage de ces capteurs, est-ce que vraiment c'est adapté à la situation de travail? On essaie de contrôler ces variables là pour justement que lorsqu'on emploie les capteurs, ce soit vraiment pour des fins vraiment qui soient adéquats au terrain et que ça réponde bien justement à la problématique de départ. Après, ce que nous, on vient chercher, c'est justement en termes voilà, de batterie, hein, ça reste aussi des nouvelles, enfin, les technologies, les capteurs ont des batteries. Et donc, après, en fonction justement de la problématique de la situation de travail, ça va être plutôt l'aspect limitant, c'est qu'on ne pourra pas forcément exploiter 8 heures d'une journée de travail au quotidien de poste. Donc, il va falloir venir justement identifier la situation de travail la plus contraignante, les produits qui sont les plus contraignants et venir justement faire notre intervention sur cet aspect, sur cette situation-là, pour en tout cas essayer d'avoir justement une situation de travail qui soit représentative pour qu'on puisse vraiment relater l'ensemble des facteurs et qu'on puisse encore une fois proposer en tout cas des solutions et travailler avec l'ensemble des salariés pour qu'on puisse vraiment réduire les facteurs de risque. On a une autre question qui nous demande s'il est possible de mettre en place la technologie des capteurs lorsque l'on veut faire de l'ergonomie de conception, avec un exemple de mise en place d'une nouvelle machine. Alors ça, c'est une question très intéressante. On va y répondre brièvement et ça fera l'objet d'ailleurs d'un
prochain webinaire dans quelques semaines où on se consacrera vraiment à l'ergonomie de conception. Donc oui, tout à fait, notre technologie est compatible avec l'ergonomie de conception dans l'objectif et dans l'idée de faire bon du premier coup. Dans le sens où quand on est encore en phase de développement d'un produit, d'une nouvelle machine, d'un poste de travail, les modifications sont beaucoup plus aisées sur un modèle CAO qu'une fois la solution mise en place. Donc là, l'idée, c'est une fois qu'on a une version, on va dire, finale de notre machine, on peut passer notre modèle sous la réalité virtuelle, équiper la personne de la même manière qu'on l'a fait aujourd'hui en réel dans cette étude et de faire une étude approfondie en réalité virtuelle, ce qui va nous permettre de sortir des premiers résultats. Si on constate que c'est pas bon, qu'il y a quelques ajustements à faire, par exemple rehausser un plan de travail ou des choses comme ça, ben on peut faire par un processus itératif des premières modifications qui nous permettront ensuite de la réévaluer directement dans la réalité virtuelle plutôt que de la mettre en place directement et constater plus tard que les choses ne vont pas. Avez-vous d'autres questions? Non. Eh bien, merci à tous en tout cas d'avoir partagé avec nous donc, vos questions, d'avoir pris le temps en tout cas de participer à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent à nous recontacter. Ce serait un véritable plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci encore et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.